Bonsoir. La propagation du nouveau coronavirus a fait subir des pertes énormes aux pays les plus riches et fragilisé davantage celles des pays en développement. Rien qu'aux États-Unis, plus de 26 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis la mi-mars et le prix du baril du pétrole est passé temporairement en dessous de $0. Cette crise sanitaire va-t-elle impulser une nouvelle dynamique dans les relations internationales ? Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans un monde post-Covid-19 ? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités. Le Fonds monétaire international affirme que l'Afrique devrait pouvoir inverser les effets de la contraction économique causée par le nouveau coronavirus en 2021. Mais l'organisation internationale avertit tout de même que l'impact du Covid-19 se fera probablement sentir dans les années à venir. C'est un récit de Dili Diko. L'Afrique devrait inverser la tendance à la récession en 2021. Le Fonds monétaire international, qui s'est montré plutôt optimiste pour les prévisions de l'année, a signalé que l'impact de la crise mondiale causée par le Covid-19 devrait toutefois persister dans les années à venir. Le PIB de l'Afrique subsaharienne va décroître cette année de 1,6%, le niveau le plus bas jamais enregistré. Le PIB en Afrique subsaharienne devrait se contracter de 1,6% en 2020. Cette baisse s'explique par les effets combinés du confinement imposé aux 3/4 de la planète, ainsi que par la chute des prix du pétrole et des matières premières. Aucun pays ne sera épargné par la pandémie. Comme partout ailleurs, l'Afrique est confrontée à un ralentissement économique profond et ses économies moins diversifiées, couvrant les secteurs du pétrole et du tourisme, devraient être très impactées. Cependant, une croissance d'environ 4% devrait suivre l'année prochaine, selon les perspectives économiques régionales du FMI pour l'Afrique. L'organisation internationale a également déclaré que des prévisions fermes sont actuellement difficiles à faire et en cas de récession mondiale plus forte, elle envisage que l'économie africaine se contractera de 2,5% de plus cette année. Les économies tributaires du pétrole et du tourisme devraient être particulièrement touchées par l'impact du nouveau coronavirus. Les pays exportateurs de pétrole pourraient voir une contraction de 2,8% selon le rapport du FMI, tandis que les destinations de voyage comme la Gambie et les Seychelles devraient subir une contraction de 5,1% suite à la fermeture des frontières et aux annulations de vols. Entre-temps, pour mitiger l'impact de la pandémie de Covid-19 et réduire la pression sur les économies africaines, les ministres des Finances et représentants des banques centrales du G20 ont convenu de la suspension immédiate de la dette des pays les plus pauvres pendant 1 an. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Cela signifie que ces pays n'auront pas besoin de s'inquiéter de faire face à leurs échéances au cours des 12 prochains mois. Ce moratoire va libérer 20 milliards de dollars de liquidités qui pourront être utilisés pour protéger la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes vulnérables sur le continent africain. Merci beaucoup Dili. Et pour le débat, nous avons 3 invités. Dans le New Jersey, ici aux États-Unis, Daniel Menguera, professeur à Montclair University. À Paris, Younes Benfella, économiste et chercheur à l'Université de Paris-Est Créteil. Et à Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique et vice-président de l'African Diaspora Network en Europe. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors Younes, certains évoquent de plus en plus l'inévitabilité d'une récession. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Bonjour, je trouve qu'on est face à une année exceptionnelle. Il s'agit d'une récession économique certaine par rapport à l'économie mondiale. Le chiffre présenté par le Fonds monétaire international la semaine dernière parle d'une perte d'à peu près
3% du PIB mondial. Je crois qu'on aura encore plus par rapport à tout ce qui se passe. Certainement, il y a des secteurs qui sont plus touchés. Donc, on peut parler du transport, l'aéronautique, le tourisme également sont des secteurs qui sont fortement impactés. Mais ce qui est sûr et ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à une crise économique et financière qui peut durer au moins 3 ans ou 4 ans pour avoir une reprise et qui également coïncide avec une autre crise aussi importante, c'est la crise concernant les rentes pétrolières, du fait que les prix du pétrole connaître en fin de compte une chute historique par rapport à tout ce qui se passe les semaines dernières. Et donc les pays doivent présenter normalement, ils doivent préparer des plans de relance afin d'éviter le prix ou le coût social, on va dire, de cette récession économique, soit la pauvreté, la question du chômage et la création de l'emploi, et bien évidemment la question de l'endettement. Pour cette raison, peut-être les États doivent jouer des rôles importants en ce qui concerne la nationalisation de certaines entreprises ou même la redéfinition d'une nouvelle politique économique. Et il y a également un rôle, je crois, qui est très prépondérant pour les banques afin de garantir le financement des entreprises et préparer des plans de sauvetage pour éviter la faillite de certaines entreprises, surtout les petites et les très petites entreprises. Oui, et Daniel Menguera, l'Amérique qui perd plus de 26 millions depuis la mi-mars, 26 millions d'emplois, est-ce que cela démontre, à votre avis, la fragilité du système néolibéral ou c'est plutôt quelque chose de normal vu le contexte? Non, je crois que le contexte s'y prête, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a concrètement aucune économie au monde qui peut résister à un tel soubresaut. Donc, je pense plutôt que c'est conjoncturel, intimement lié à la pandémie, hein, à la crise pandémique que nous connaissons, mais je n'ai aucun doute que ça va rebondir. Maintenant, c'est vrai que la manière de réagir à la crise peut déterminer en réalité le succès donc des mesures hein, de reprise à court, moyen ou long terme. Il se trouve que, bon, avec le président Trump au pouvoir, nous avons quand même quelques hésitations à rester, on va dire, optimistes hein, par rapport à ce que le gouvernement actuel peut entreprendre comme mesure. Mais il reste que nous avons quand même une élection en novembre qui pourrait éventuellement changer la donne et permettre éventuellement aux Américains d'avoir quelqu'un avec un peu plus de capacité, non seulement d'écoute, mais également de gestion, n'est-ce pas, qui pourrait réellement redonner, on va dire, ceux qui parlent de faillite du système néolibéral vont peut-être un peu vite en besogne ou bien... Non, je crois qu'ils vont un peu vite en besogne parce que le système néolibéral, c'est vrai, il n'y a aucun système parfait dans le monde. Mais nous remarquons aussi qu'il y a un certain dynamisme, n'est-ce pas? Quand on juge hein, les critères économiques, sans parti pris, sans émotion, on voit quand même que ces systèmes sont très efficaces, non seulement pour générer de la richesse, mais également pour permettre à des pays, hein, quels qu'ils soient, de réellement se projeter sur ce qu'on va appeler la sorte de pente de développement durable qui soutient réellement les peuples dans le monde entier. Même la Chine, qui était un pays communiste, on va plutôt dire aujourd'hui que c'est un pays d'économie mixte, parce que quelque part, à leur système actuel, ils ont insufflé des systèmes capitalistes qui permettent aujourd'hui à la Chine de se classer parmi les puissances économiques mondiales. Alors Henri, les pays africains souffrent déjà hein, beaucoup de cette situation, même s'ils n'ont pas beaucoup de cas de Covid-19 par rapport au reste du monde. On parle de moratoire, le G7 parle de moratoire, le G20 aussi a son plan pour les pays en développement. Vous pensez que c'est un peu la solution ? Je pense que ce qui est important face à une crise qui, par son ampleur massive, globale et systémique, a pris de court toutes les économies, y compris les plus libérales, le maître mot, je pense, c'est la mutualisation des efforts. Alors, au-delà, évidemment, des gestes qui ont été consentis par la communauté financière internationale, l'Afrique ne devrait pas se reposer sur ses lauriers et penser que ce qui se passe à l'heure actuelle sur le continent, qui la met provisoirement, je dirais, à l'abri d'une hécatombe, devrait davantage l'inciter
à prendre ses responsabilités. Ça veut dire être en capacité de coordonner toutes les initiatives. La BAD, par exemple, mobilisant 10 milliards de dollars. Vous avez également l'initiative prise par l'Union africaine avec notamment les 4 personnalités chargées de conduire cette task force pour récolter des fonds, sans compter évidemment la part que pourrait prendre le secteur privé. Tout cela doit effectivement faire l'objet d'une meilleure coordination, d'une meilleure concertation et ne pas évidemment attendre, même si cela est parfois souhaitable, que la manne internationale financière vienne au secours de l'Afrique. Je pense que l'Afrique a une chance à saisir du fait qu'elle est beaucoup moins touchée que le reste du monde. Je rappelle quand même que moins de 1500 décès sur le continent, sur 54 pays, contre plus de 170 000 morts dans le monde. Ça veut dire que l'Afrique, quelque part, a une responsabilité de pouvoir aussi anticiper sur ce qui pourrait effectivement venir noircir ce tableau. Alors, Younes, il y a ce moratoire annoncé par le G20, disons cette aide de 5 000 milliards annoncée par le G20 et le moratoire du G7 également. Est-ce que finalement on ne se retrouve pas un peu avec le même système d'assistance aux pays pauvres alors que ces pays du G20 sont aussi confrontés au Covid-19? Est-ce que ce n'est pas vraiment une continuation du système? Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il y a un grand problème de compréhension, c'est-à-dire qu'on est face à une nouvelle génération de problématiques économiques et politiques. Et normalement, on doit vraiment réformer ces institutions pour comprendre que les aides, il ne faut pas compter seulement sur les aides qui sont présentées par les institutions internationales. Le fait d'avoir ou le fait d'alléger la dette sur certains pays africains, ce n'est pas suffisant. Par contre, moi, je trouve qu'il y a une responsabilité très particulière pour les institutions africaines. Je pense à l'Union africaine, je pense aux banques de développement en Afrique qui doivent normalement garantir un financement, surtout pour les secteurs de l'économie informelle. Et on sait parfaitement qu'en Afrique, l'économie informelle présente plus de 70% du PIB africain. Et on a besoin également d'un leadership. Et on a un autre défi qui est extrêmement important pour les prochaines décennies, c'est le défi démographique. L'Afrique en 2050, c'est 2,5 milliards. Certainement, il y a des efforts qui sont investis, mais il faut préparer encore plus pour ce qui concerne l'enseignement, la santé, la création d'emplois. Et il faut profiter, je crois, de ce temps politique pour présenter des projets. On a besoin certainement d'une innovation, d'une créativité. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du néolibéralisme. Dans le néolibéralisme, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc il faut choisir, est-ce qu'on est avec des gagnants ou non pour présenter ce genre de politique. Sauf que j'ai bien entendu dans les dernières semaines, dans les médias, même les médias en Afrique, qui parlent de cette question de changement du système économique, du pouvoir de la Chine. Moi, je crois que les États-Unis a encore le pouvoir économique pour au moins les 20 prochaines années. La Chine a encore des défis à relever en ce qui concerne la place du dollar dans tout ce qui est échange commercial et les investissements à l'international. La Chine a des problèmes à créer des partenariats avec des pays du voisinage asiatique, surtout les pays émergents, notamment l'Inde qui présente une puissance démographique et technologique importante. Et troisièmement, c'est que les États-Unis ont encore en ce qu'on appelle un soft power, le concept de Joseph Nye, c'est-à-dire cette force douce qui présente encore un débat démographique, une capacité, une flexibilité à réformer les institutions, à se présenter en tant que vrai partenaire militaire, politique, technologique et économique. Et ça, vraiment, ça représente une opportunité pour les pays africains afin de participer à ce qu'on peut appeler, en fin de compte, à ce reconfiguration de la cartographie mondiale. Alors, Daniel, ces fonds qui pourraient être déboursés dans le cadre de l'assistance dans la lutte contre le Covid-19 pourraient être déboursés dans les mêmes conditions qui ont favorisé par le passé la corruption en Afrique. Comment cette crise sanitaire peut-elle pousser à plus de transparence dans la gestion de l'aide étrangère, qui est une grande question soulevée même récemment par un ancien expert du FMI? Voilà. Et ça, c'est une très bonne question, hein, parce que je suis en fait généralement pessimiste quand il s'agit d'analyser, on va dire, la capacité de nos gouvernants à véritablement gérer non seulement des crises financières, mais également, dans le cas qui nous concerne, des crises sanitaires. Il se trouve que la raison pour laquelle nous parlons de difficultés économiques en Afrique aujourd'hui,
La principale raison est réellement, provient de ce que j'appelle la malédiction de la corruption. Nous avons dans nos systèmes un tel déficit de gouvernance dans nos pays, un tel déficit de gouvernance que nous n'arrivons pas à canaliser les flux financiers vers les besoins de développement de nos pays. Alors oui, une crise comme celle-ci devrait avoir au minimum 2 ou 3, n'est-ce pas, développer 2 ou 3 opportunités pour nous. La première, c'est nous faire revoir nos capacités de gouvernance, nos processus de gouvernance. Nous devons être capables de réformer nos systèmes politiques de telle sorte qu'ils deviennent des systèmes responsables, mais qui permettent aussi la transparence nécessaire pour contrôler les flux financiers, monétaires qui sont déversés dans nos pays sous forme d'aide ou d'autres apports et qui peuvent nous permettre justement de résorber ce type de crise. Secondo, je crois que nous avons aussi besoin de développer des capacités scientifiques. Je pense que nous avons encore à ce niveau un profond déficit, n'est-ce pas, en matière de capacités scientifiques. Évidemment, on nous dira que l'Afrique aujourd'hui a pas mal d'intellectuels qui ont étudié dans des pays développés et ainsi de suite. Mais nous manquons sur le terrain de cette structure qui aurait pu faire que l'Afrique, elle aussi, contribue à la science internationale, n'est-ce pas, aux processus scientifiques qui peuvent permettre de résoudre, par exemple, des crises comme celle-ci. Évidemment, nous sommes déjà au départ mal partis parce que vous voyez déjà qu'aujourd'hui, on nous annonce que déjà, par exemple, les apports de la diaspora contribue généralement des milliards chaque année en Afrique. Maintenant, on nous dit qu'en fait, cet apport peut chuter d'à peu près 11 milliards. C'est-à-dire que ce que la diaspora rapportait s'élevait par exemple à 48 milliards annuels. Maintenant, ça va baisser jusqu'à 37 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons de gros manques à gagner qui peuvent être résorbés par les aides internationales. Mais tant que nous aurons à la base ces structures, n'est-ce pas, de corruption, ces réseaux de corruption qui font en général s'évaporer ces apports, je crois que même des crises comme cela, on aura du mal à les résoudre. D'accord. Henri, justement, je pense que c'est Younes qui le disait tantôt, on n'entend pas beaucoup les institutions africaines dans cette crise. Comment justement ces institutions, ou plutôt l'Afrique de façon générale, peut-elle s'affirmer cette fois et ne pas être juste dans une position de récipiendaire ou, disons, d'entité qui reçoit l'assistance des autres? Alors, il y a un vrai paradoxe que l'on peut observer aujourd'hui. Autant le continent africain semble pour le moment épargné par l'ampleur de la pandémie, autant elle a su anticiper d'une certaine manière avec des mesures de confinement qui étaient pour la plupart calquées sur ce qui faisait à l'étranger. Et paradoxalement, elle peine véritablement à mobiliser les ressources qui lui permettraient de pouvoir faire face à cette pandémie. Cela a été dit pardon, il y a de cela quelques instants. Il y a des initiatives qui sont prises ça et là, mais il ne faut pas oublier que ces initiatives, pour la plupart, sont prises pour le moment, on va dire, de manière sous-régionale ou de manière institutionnelle. Vous avez des rapprochements qui se font entre États. C'est le cas notamment du Maroc, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, cela a été évoqué. Au niveau institutionnel, j'ai évoqué tout à l'heure les 10 milliards de la Banque africaine de développement qui ne seront pas suffisants, nous sommes bien d'accord, ainsi que cette task force de l'Union africaine, avec en toile de fond, encore une fois, ce défi qui consistera à mutualiser les énergies, les efforts. Tout à l'heure, on disait que l'Afrique avait un déficit en termes de scientifiques, mais l'Afrique n'a pas les moyens de retenir ces scientifiques dès lors qu'ils sont en pointe dans leur domaine. Pour la petite histoire, vous le savez tous, le professeur Raoult, qui fait la pluie et le beau temps en France pour le moment, a dans son équipe plusieurs médecins africains. Donc là aussi, il y a une réflexion qu'il faut avoir, c'est de pouvoir réinvestir dans ces différents domaines. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi. Avant d'envisager la coopération, avant d'envisager la lutte contre la corruption, il va falloir d'abord ce travail de résilience qui consistera à sortir de cette crise, à reconstruire ce qu'il faut reconstruire avant de s'attaquer aux réformes de structure. Là aussi, il s'agit d'un pari très important, mais le maître mot sera aussi et surtout, me semble-t-il, le multilatéralisme qui devrait permettre à un plus grand nombre d'intervenants, d'acteurs au niveau international, étatique et institutionnel de pouvoir cheminer ensemble parce qu'ils ont eu cette aventure exceptionnelle de traverser une crise que personne n'a vu venir et que même
je dirais, les théories économiques les plus avancées n'ont pas pu anticiper. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Alors, nous avons quand même des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Il y a par exemple Issa Kanyema à Ouagadougou qui dit « Il faut se remettre en cause sur tous les plans et tenter de réinventer une nouvelle Afrique unie, développer la science et la technologie afin de pouvoir faire face au prochain Covid. » Nous avons également Martin Bidiboua à Tchikapa en RDC. Il écrit « Le Covid-19 a non seulement des conséquences négatives sur l'économie, mais il a aussi surtout plongé les populations africaines, surtout les populations des pays pauvres, dans une famine indescriptible. » Voilà donc quelques-unes des réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle à Washington Forum qui revient après une courte pause. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités dans le New Jersey, ici aux États-Unis, Daniel Menguera, professeur à Montclair University. À Paris, Younes Benfella, économiste et chercheur à l'Université de Paris-Est Créteil. Et à Bruxelles, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique et vice-président de l'African Diaspora Network in Europe. Voilà, Younes, finalement, l'Afrique a-t-elle un quelconque rôle à jouer dans ce débat sur un éventuel nouvel ordre mondial qu'avancent certains? Bon, moi, d'abord, je crois que la priorité maintenant pour l'Afrique, c'est la gestion du secteur de santé. C'est-à-dire, l'urgence, c'est d'arriver à avoir une assurance par rapport à tout ce qui se passe au niveau d'équipements, de médicaments. Et également, on a des expériences par rapport au niveau de pandémie en Afrique. Donc, je pense au Nigeria qui ont développé le Common Health Workers. Je pense à des pays qui ont un certain savoir-faire qu'il faut le capitaliser pendant cette crise. Après, la question économique et diplomatique, elle est largement importante, surtout avec ce changement de rapport de force dans le monde, ce qui va créer une nouvelle marge de manœuvre pour les pays africains. On sait parfaitement qu'il y a une concurrence déclarée entre la France et la Chine sur les investissements en Afrique. Il faut rappeler que la Chine, c'est le premier investisseur en Afrique avec 170 milliards de dollars. Et là maintenant, il faut avoir des stratégies capables de faire une réintégration du secteur informel dans l'économie africaine, un soutien qui doit être présenté aux petites et moyennes entreprises. Et certainement, la question de la solidarité, elle est largement importante, surtout entre les pays africains, afin de surmonter cette crise. D'accord. Alors, Daniel, on évoquait également la place que la diaspora peut jouer, mais beaucoup d'intellectuels, ou en tout cas de scientifiques qui vivent à l'étranger, en dehors du continent, sont partis pour des raisons de mauvaise gouvernance. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être régler cette question pour espérer avoir cette diaspora revenir en force et contribuer au développement du continent? Je suis totalement d'accord avec notre confrère ici, monsieur Benfella, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec on va dire le principe des aides. Parce que les aides, c'est quoi? Ça développe la dépendance permanente. Alors, dans ce que moi je propose en réalité, pour résoudre justement cette question, parce que le retour des intellectuels africains tiendra justement de notre capacité à établir des critères de gouvernance qui ne font pas que de la politique, mais qui savent comment les intégrer dans nos processus économiques et comme actuellement, nos processus scientifiques.
Alors donc, moi, j'ai 3 pans sur lesquels il faut agir. Sur le plan national, il faut évidemment, parce que ça commence par là, la gouvernance, la démocratisation, les transparences, les formes de transparence qui permettent en réalité de gérer comme il faut le patrimoine national. Nous avons aussi, sur le plan régional, des choses à faire. Par exemple, de meilleures collaborations qui exploitent les atouts des uns et des autres pour nous amener à des systèmes où, là où un pays ne peut rien faire tout seul, il peut le faire avec les autres, n'est-ce pas? Développer, par exemple, dans des comme celui-ci, des centres de recherche, des laboratoires de recherche, où des Africains collaborent non seulement sur le plan régional, mais également sur le plan international, pour que l'Afrique aussi ait son mot à dire sur la science. Regardez en ce moment, le regard de l'Afrique est presque à 100% tourné vers l'extérieur. On attend des solutions qui doivent venir de l'extérieur, que ce soit sous forme de vaccins ou de remèdes, alors que l'Afrique jouit généralement aussi d'un patrimoine traditionnel, mais que nos scientifiques n'ont même pas commencé à explorer, n'ont même pas commencé à exploiter. Et en fait, ce sont généralement les étrangers qui viennent dans nos pays puiser ces ressources-là et nous les resservir plus tard comme des inventions qui leur sont propres. Et ça, c'est grave pour nous. Nous avons besoin de réformer l'Union africaine. C'est très fondamental. On pourra revenir sur ça dans un autre débat. Oui. Je sais que c'est toute une émission. Alors, oui. Henri, j'ai envie de terminer rapidement pour dire que le problème de la gouvernance par rapport à l'Union africaine, c'est que c'est encore un peu trop ce que j'appelle un club de dictateurs. Vous voyez, nous avons besoin justement de faire que ça devienne un club de démocrates capables justement, comme il le faut, de généralement permettre à nos peuples d'avoir leur mot à dire, mais également par la suite de régler justement une bonne fois pour toutes ces questions de gouvernance. Croyez-moi, nous aurons la chance d'y revenir plus amplement. Alors, Henri, j'ai envie d'avoir votre avis sur cette question de la diaspora. Vous êtes basé à Bruxelles, mais vous travaillez beaucoup aussi en Afrique, notamment RDC, au Sénégal et ailleurs. Justement, comment la diaspora peut contribuer à changer les choses, à faire bouger les choses pour que l'Afrique ne devienne pas juste, disons, spectatrice dans cette évolution? Alors, au-delà, je dirais, de la baisse significative des contributions, des transferts, des fameux remittances de la diaspora vers le continent, au niveau de l'African Diaspora Network in Europe, dont je suis le vice-président, nous avons estimé qu'il était probablement important au niveau africain de créer une sorte de fonds qui capterait une partie des transferts de manière à les affecter à des projets de développement. Cela présuppose évidemment qu'il y ait une volonté politique au niveau continental, cela a été évoqué. Il faut effectivement qu'il y ait ces réformes nécessaires qui pourraient faire de ce que l'on appelle communément la 6e région, la diaspora, un acteur à part entière. En d'autres termes, il s'agira non plus d'entretenir des familles, des amis, des proches, mais il s'agira de se positionner comme un investisseur potentiel dans le processus de développement. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que ne nous soyons pas dupes. Certes, il faut des réformes importantes, mais il faut savoir que certains régimes en Afrique tirent aussi profit de cette pandémie pour se durcir. Cela veut dire que les lendemains pourraient être extrêmement douloureux lorsque l'on se sert de mesures exceptionnelles qui vont évidemment dans le sens d'une meilleure protection des populations, mais qui peuvent politiquement devenir une opportunité de pouvoir, je dirais, reprendre la main. Donc, je dis attention, allons vers les réformes nécessaires, mais soyons aussi lucides sur la manière dont les choses vont pouvoir s'organiser par la suite, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, ceux qui ont pour coutume de regarder de manière attentive ce qui se passe sur le continent ont le regard tourné vers leurs propres problèmes, ce qui laisse, vous imaginer, des marges de manœuvre à ceux qui seraient mal intentionnés. Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités, merci à l'équipe de production. Je remercie également nos télépartenaires sur le continent. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet voafrique.com. À la semaine prochaine. Au revoir.